Russie, il fallait croire. Donc vous avez fait en quelque sorte acte de foi dans une Russie dont je vous permettrai de critiquer certains aspects tels que vous les avez proposés. Dire que la Russie n'a rien envahi ni agressé, quand partie d'une principauté grande comme un peu moins que la région PACA, elle est allée jusqu'au Pacifique, a annexé la Finlande, la Pologne, a absorbé l'Ukraine et l'a pratiquement émasculée, et est allée jusqu'au Caucase. Donc je pense qu'il est difficile de soutenir que la Russie n'est pas expansionniste. Qu'elle soit impérialiste, elle l'est, et je ne voudrais pas être trop long parce que je souhaitais que mes collègues participent également à la ce débat. Dans cette affaire d'Ukraine-Russie, ce qui m'intéresse, ce n'est pas si vous voulez, les têtes historiques, parce que je les connais assez bien, parce que je suis des amis ukrainiens, et que je me suis un peu renseigné sur la façon dont la Russie a d'avoir absorbé les élites ukrainiennes, massacré les Cosaques et réduit la population ukrainienne à quasiment une ruralité sympathique, mais enfin une offensive. Non, ce qui m'intéresse dans cette affaire, étant donné que vous avez une expérience historique, vous êtes un morceau d'histoire, c'est l'affrontement entre un État qui aspire à devenir un État-nation, qui a une réalité indéniable au point de vue ethnique, au point de vue linguistique, sur les Ukrainiens, que l'histoire les a fabriqués, ce n'était pas toujours très facile, et un pays qui ne peut être qu'impérial, parce qu'il est dès sa naissance, parce qu'il est déjà Kiev, dont vous avez parlé, et qui n'est pas l'ancêtre de Moscou, la Russie qui vient d'un sans se disperser par disparaître, mais déjà à Kiev, les Karabakh, c'est-à-dire les Turcs, participaient à la réunion, au Vietché, à la réunion de délibération de Kiev. Donc, dès les origines, la Russie a été voisine de Talonne, de Turcs en particulier, s'est alliée souvent diversiquement avec eux, et son expansion elle-même a amené à absorber quantité d'ethnies, de religions différentes, etc. Alors, ce qui m'intéresse dans cette affaire, le dialogue de sourds, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à un État, à une population qui voudrait acquérir un État-nation, et qui est en deçà de cette possibilité, et qui n'en a peut-être pas les moyens, c'est notre affaire, et un pays qui doit se débrouiller d'un héritage, comme vous l'avez signalé, très lourd, 70 années de communisme, et qui, pour ce faire, fabrique une sorte d'idéologie que je qualifierais de nationale-chrétienne, ou de national-christianisme, en utilisant l'Église à toute fin, en promettant de faire barrage contre la décomposition des mœurs, dont vous soulignez fort bien que c'est quand même un apanage du monde occidental. Et donc, un des grands problèmes est là pour moi, c'est l'affrontement de deux conceptions de l'histoire différentes. Par ailleurs, s'il fallait me dire en peu de mots ce qu'est la Russie, puisque c'est très complexe, et je ne veux pas faire une conférence de 2 heures pour vous dire ce que j'en pense, la Russie est moins une réalité politique et territoriale qu'une église. C'est une mouvement. Alors, elle a beau jeu de vous parler de sa fameuse arme, n'est-ce pas, dont il est si souvent question, et elle a un pouvoir d'attraction qui est quasiment d'invitation à entrer dans un monde du terrain, dans un monde maternel, chaleureux, après avoir évidemment décapité les gens qui pourraient gêner cette opération, mais elle a quelque chose d'impérial au sens maternel. Et d'autre part, elle a des amis spirituels, vous en êtes vous-même une preuve éclatante, c'est qu'elle est séduisante. Je pourrais m'arrêter là, après vous avoir rappelé que un des seuls négociateurs du Congrès de Vienne, Talleyrand, connaissant l'esprit retors des Russes, leur arrière-pensée, leur sens de joueur d'échecs et leur sens de joueur stratège, apprenant que l'ambassadeur de Russie venait de mourir, il dit tiens, pourquoi donc a-t-il fait cela? Parce que la Russie est avant tout une façade. Et c'est une façade séduisante. Vous me permettez de dire que vous avez été séduit. Et nous sommes nombreux à avoir été. La Russie est séduisante. Vous pensez bien que les gens qui entrent en contact avec les étrangers sont qualifiés de toutes les façons. Pour l'éducation, pour la culture, etc. Le derrière du micro est des fois un peu plus sombre, mais on ne vous le montrera jamais. Donc, ce qui est Potemkin est toujours en usage. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais je peux vous raconter ce qui est arrivé à un médecin français, qui était le professeur Dupin de Toulouse, qui visitait il était communiste par ailleurs, donc c'est une affaire de foi, là encore, et
Russie et il traversait la Sibérie lorsque, par un malencontre extraordinaire, sa voiture tombe en panne. Il est un peu inquiet parce qu'il fait froid, il fait au moins 30 ou 40, et le chauffeur ne peut pas faire mieux, mais il aperçoit une lumière dans la forêt et dit mais écoutez, professeur, vous l'interprète ce genre de dit, monsieur le professeur, et il y a là un dispensaire, peut-être que vous pourriez la chauffer, ça vous fera sa tête d'assister à une opération, si opération il y a, parce qu'on transporte les patients en hélicoptère, je réaliste à l'époque, et alors le professeur dit je m'y précipite. Il s'y précipite, et il est bien reçu, bien entendu, par les gens qui parlent un français impeccable, qui sont souriants, cultivés, gracieux, et il a l'audace de dire est-ce qu'il y a des opérations en ce moment? Et si, monsieur le professeur, est-ce que vous pensez qu'il a assisté à l'opération idéale? Puis en sortant, il demande à une des infirmières si elle est au courant des pratiqués dans cette opération, et l'ingénieur lui répond en français, et bien entendu, ce sont des procédés qui étaient mis au point pour le professeur de Toulouse. Le professeur de Janson. Il faut comprendre une chose, c'est que les villages Potemkin, c'est une réalité métaphysique. D'immenses talents. C'est un peuple très doué, c'est un peuple très charmant. J'ai une quantité d'amis russes, beaucoup d'amis russes dans les français, je dois vous dire, sincèrement. Mais ce sont des gens qui sont extraordinairement extravertis, c'est-à-dire qu'ils sont russes pour être vus comme russes. Et ils jouent à fond le jeu de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire l'alternance de brutalité, de gaieté, de tempérament un peu cyclotimique, c'est-à-dire le cliché même qu'ils ont imposé et dont ils sont eux-mêmes victimes. Donc je ne veux pas vous retenir plus longtemps. J'aime beaucoup les Russes et je me méfie de la Russie. Et encore plus d'une Russie, car il faut bien savoir une chose, c'est que la Russie n'a eu d'adversaire que l'Ouest, je ne dis pas l'Occident américano-britannique, mais les champions de la Russie. Il ne faut pas oublier que le prince Alexandre Nevsky n'était jamais que le chaouche de la Horde d'Or. Et qu'en arrêtant les Suédois et les chevaliers portugais, il arrêtait des ennemis de la Horde. On nous a raconté des histoires, et l'Église orthodoxe a canonisé Alexandre Nevsky. Alexandre Nevsky n'était jamais qu'un esclave de la Horde. Il devait aller chercher son investiture en s'agenouillant devant le camp, et comme tous les princes d'ailleurs, et ce n'est pas une école de loyauté, que comme ça, de promener pendant plusieurs siècles une conscience de chrétien qui doit s'humilier devant l'occupant mongol et qui doit faire le service du même empire. Donc, je crois que, quelle affection qu'on ait pour les Russes ou d'amour pour la culture russe, il faut ne jamais perdre de vue le fait que politiquement, alors que ethniquement, linguistiquement, elle est fraternelle, culturellement, elle est plus que fraternelle, elle est immensément donnée, elle relève d'une culture politique qui n'est pas celle de l'Europe. Voilà, c'est peut-être monseigneur le terrible, c'est quand même pas oublié de voir le roi de 15 ans, il l'a écrasé. Donc il a quelquefois, ils réagissent quand même fermement. Deuxième point, c'est vrai que vous me reprochez d'avoir dit que les Russes n'étaient pas des envahisseurs. C'est vrai que vis-à-vis, je parle ils ne sont pas des envahisseurs de pays déjà constitués, comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Espagne. Ils ont été envahisseurs par rapport à des populations qui n'étaient pas encore constituées sous forme d'État. Comme justement les Tatars et autres, et jusqu'à la Chine, pratiquement. Mais donc ce n'est pas véritablement une volonté d'occuper un État déjà constitué, sa volonté de s'étendre sur un espace qui n'était pas encore constitué en tant qu'État. C'est ce que je voulais dire. Alors ça, je vous donne raison, si vous voulez, la Russie n'a été forte de la faiblesse de ses voisins. Elle a pu balayer la horde de Kazan, comme elle le fera plus tard avec cette Crimée, et elle a rencontré de résistance, évidemment, que dans des pays dotés d'un État déjà constitué. C'est le cas de l'Iran, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas de la Chine. Évidemment, la Russie avait rêvé de conquérir la Chine ou le Japon, parce qu'elle n'a jamais fait que d'utiliser radicalement la faiblesse de ses voisins, parmi lesquels, évidemment, les plus fragiles étaient les Polonais. Vu
défendre le système de monarchie élective qu'ils avaient. Donc c'est un pays qui s'est étendu formidablement et qui a utilisé, bien entendu, comme ça, n'importe qui a une période politique expansionniste le fait, les dissensions des voisins entre eux pour appuyer un plan contre l'autre. Voilà. Je me rappelle simplement que dans le cas de l'Ukraine, énormément complexe. Parce que en Ukraine aussi, il y a à la fois des très lourds, évitables, etc. Et il y a des conflits religieuses, ethniques dans la région, etc. Donc les rapports entre l'Ukraine et les Ukrainiens sont anti-Moscou. Ils veulent se débarrasser du joug de Moscou. Dans un petit effort d'opération, il a fallu de transporter à peu près 7000 victimes. Bien sûr, ce n'est pas des Russes, c'était une c'est aussi d'ailleurs. Oui. Et il y a fait qu'on a voulu risquer par force. On a interdit l'usage de la langue, Pierre Le Grand, dès 1720, ils ont dérivé. Et en même temps, sur des forces qui permettaient de faire ça, sur la famille, c'est-à-dire que, dans le total, les plaques étaient peut-être une française, nous pouvons là-dessus, dans le combat, ils ont, en quelque sorte, occupé des postes à l'intérieur du public et de son empire mondial. Donc, il y a quelque chose d'un peu dans le cas de l'Ukraine, qui rend le problème encore plus délicat. Pour la Corse, c'est un achat. Beaucoup de pensent que c'est une conquête. Mais là, je considère que c'est une conquête. Ça marche pas. Je ne prendrai pas le risque de me faire assez Poutine qu'on a vu Martinez, certainement pas. Mais il y a des choses quand même qui sont presque indépendantes, j'allais dire, du portrait qu'on diffuse dans l'Europe, le schéma imbécile habituel, qui fait que, et ce que je comprends mal, c'est qu'on n'analyse pratiquement pas le texte de l'ordre qu'on avait proposé après. Or, ce texte est en soi un boulot. C'est un texte qui n'est pas accès. On sait qu'on a pu parler de Poutine, de son caractère autocrate ou non. Alors, qui répond très exactement à la préoccupation qui avait été exprimée par Réziki à Schubert, il disait, le but maintenant, et par Russie, surtout dans le occidental, en jargon techniquement, deux éléments, à mon avis, étaient parfaitement inacceptables, et c'est soufflé sur les braises de désaccords éventuels de la Russie et l'Ukraine. Un, celui qui disait qu'on allait faire passer sous les fourches codines de la Troïka, c'est-à-dire appliquer à les chameaux à la Grèce. Et ensuite, il était évoqué, sans parler de l'OTAN directement, il était évoqué le principe d'une alliance militaire. L'OTAN, c'est une faute. Donc, on se fait sur la base. Et comme on réagit en sein des États-Unis, sans réfléchir, alors on aurait eu l'occasion merveilleuse, la France, de développer les Russes avec des années qu'on ne le fait pas. Parce qu'on nous explique que d'un côté, on développe des contacts qui veulent produire des enfants, de la propagande sexuelle. On ne va pas au fond des choses. C'est la superficielle, je veux dire. Mais ce trait de brut est destiné à faire exploser. Quand vous avez cité du G6, il ne faut pas oublier la présidente de la commission fédérale. Cette commission et surtout de réponse corps dont l'Europe reste un épée, un débouché naturel. Mais juste pour lancer. Donc, c'est une question. Être exactement celle de l'armée des princes, celle des grandes figures françaises qui ont su occuper en Russie des positions remarquables, comme le marquis de Traversée, comme ministre de la Marine et d'autres. Je pense que nous avons un rôle à jouer et nous devons nous défendre notre pire adversaire. Notre pire adversaire, c'est la Russie. Pardon. Je suis d'accord avec vous. Le grand fait que nous sommes pas souverains et nous avons largué tactiquement et stratégiquement allié de quelqu'un sans pour autant s'incliner devant la catastrophe, ce qui ne veut pas dire que l'évasion massive. La politique n'est pas nécessairement que la crise financière est devant nous, de manière certaine, parce que lorsqu'on parle des dettes de la France, ça me fait doucement rigoler. Ce sont les dettes mondiales qui enflent dans les mêmes proportions considérables. Et lorsque c'est la dette américaine qui gonfle, personne ne dit rien. Or, la politique et les tsunamis monétaires déversés par la Fed sont une folie furieuse et une folie d'autant plus majeure que cet argent ne s'investit pas dans l'économie, mais exclusivement, elle tourne en rond dans la finance. D'après les statistiques du FMI, il n'y a que 5% de ces sommes qui s'investissent effectivement dans l'économie. Donc on a des liquidités extraordinaires pour... On reprend aujourd'hui le processus de titrisation dont on sait quelles ont été les conséquences, et on recommence très exactement comme avant. Et rien de ce qui a causé la crise n'a été résolu.
et on ne pensait les causes de la crise. Et donc je dirais jusqu'à dire, par une espèce de paradoxe, que la crise est cause de la crise. Elle ne fait que renforcer les éléments de la crise. Et donc on a bien l'impression de se dire, et la trilatérale que vous avez évoquée, ces gens-là, sont, on le sait bien, lorsqu'il le faut, dans une situation décrite où il y a des braises sur lesquelles on s'est soufflé, la situation est effectivement inquiétante. Une dernière question. Monseigneur, je vous remercie de nous avoir présenté cette problématique russo-européenne, mais est-ce que c'est pas un peu honnête? La Russie, malgré tout, fait partie, au moins jusqu'à l'ouvrage de l'Europe. Elle est de notre famille. Elle est de notre famille. Vous nous avez donné, c'est vrai que vous nous avez donné de la Russie une image très séductrice. Et c'est vrai qu'on peut être qu'amoureux de la Russie, qu'on ne peut tomber qu'amoureux de la Russie, et parce que finalement, dans sa constitution, dans sa phylogénèse, il y a un certain nombre de points qui nous sont communs avec notre Occident. Bon, mais je ne prétendais pas dire la réalité stricte. Je disais mon point de vue. Oui, exactement, c'est tout à fait, oui. Oui. Mais vous avez donné un point de vue. C'est comme ça. Oui, c'est ça. En tout cas, je voudrais remercier Hugo Tortologata qui a une grande gentillesse de me supporter pour une fois dans cette belle ville de Marseille, qui a été victime de la révolution du jacobinisme plus qu'aucune autre ville. Et je pense que ce martyr de Marseille devrait permettre peut-être d'être mieux choisi par notre Seigneur pour qu'il se reconstitue grâce à peut-être une crainte qu'il a connue dans le passé lointain. Mais quand on connaît quelques fantaisies un peu plus meurtrières, un peu plus réductrices, il y a quelques distractions dans la presse, quelques tirs par distraction qui atteignent quelques personnes par hasard. Et je crois que c'est purement un hasard. Merci, monsieur.